chers amis journalistes, mesdames et messieurs les membres du comité stratégique du M5-RFP, chers militants et sympathisants du M5-RFP, je voudrais, à travers vous, au nom de mes camarades, m'adresser à l'ensemble du peuple malien, dont nous sommes aujourd'hui, quand je dis nous, le M5-RFP, comme porteurs de ses espoirs, de ses espérances, de ses attentes, de son souci, de sa soif de changement. Nous devons dire au peuple malien que le serment que nous avons pris le 30 mai 2020, de traduire ses préoccupations en actes politiques pour obtenir les transformations nécessaires, des transformations profondes, des changements profonds pour refonder l'État malien, pour refonder notre pays, pour créer les conditions d'un nouveau Mali, Mali croix, pour sauvegarder et renforcer la démocratie. Mais tout cela, nous l'avons dit et nous le répétons, doit reposer sur un socle, nos valeurs de société. Nous voulons désormais que la démocratie malienne soit une démocratie inspirée des valeurs de notre société. Une république démocratique, laïque, au sein de laquelle chaque citoyen sera égal face à la loi. Nous voulons un État où désormais l'élection a un sens lorsque le peuple vote que celui pour lequel il a voté soit élu. Lorsque le peuple décide de sanctionner quelqu'un parce qu'il a mal travaillé, qu'il le remplace. Nous voulons un État où désormais personne ne va s'accaparer des leviers de l'État pour son propre bénéfice, pour le bénéfice de la famille. Nous ne voulons plus d'une oligarchie qui s'impose à notre peuple. Nous voulons un État véritablement démocratique. Nous avons rencontré hier, en votre nom, la CEDEAO. Tout le Mali était en attente de savoir qu'est-ce qu'on s'était dit. Nous avons résumé dans une conférence de presse. Nous savons aussi que partout, on dit, c'est de bonne et de mauvaise foi. Ces messieurs et ces dames qui se retrouvaient ensemble, qu'est-ce qu'ils ont de commun si ce n'est pas la mise à prix de la tête de Ibeka? Il y en a qui nous ont même dit, vous n'avez même pas de feuille de route. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de sortir une partie des réflexions stratégiques qui ont été faites depuis longtemps au niveau des M5-RFP, pour dire aux Maliens, pour dire à nos amis, pour dire à ceux qui nous observent que le M5-RFP est un véritable mouvement qui a une vision stratégique de ce qui doit venir du Mali, qui a une grande capacité de discernement par rapport aux difficultés que notre pays a, qui a une grande lucidité pour avoir une claire conscience des difficultés qui nous attendent, même si Ibeka quitte demain. Ce n'est pas du jour au lendemain que tous les problèmes vont se résoudre. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner quelques éléments d'appréciation. Mais avant, je dois vous dire que nous nous sommes séparés hier avec la délégation de la CEDEAO sur, en termes simples, c'est un désaccord. Mais en termes diplomatiques, on a décidé de se revoir. On devait se revoir aujourd'hui à 14h30. La CEDEAO a demandé que la rencontre soit renvoyée à 21h. Mais en substance, qu'est-ce que nous avons demandé? Nous avons été très clairs. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont cru au mot d'ordre du M5-RFP, parce qu'ils ont cru au message que nous avons fait passer en son temps, que notre autorité morale, l'imam Mahmoud Diko, a invité Ibrahim Bokar Keïta à écouter son peuple, parce que s'il refuse de l'écouter,
la situation peut lui échapper. Malheureusement, le point de non-retour pratiquement a été atteint le 10 juillet. Et vous savez que le 10, le 11, le 12, le 13, des Maliens se sont réunis pour décider d'utiliser les forces spéciales antiterroristes conçues uniquement pour combattre le terrorisme. Ils ont décidé de les utiliser contre des manifestants qui exercent un droit constitutionnel de façon pacifique. Eh bien, le M5-RFP exige que ceux qui sont responsables de cela soient arrêtés et poursuivis. Et c'est pour cela que vous aurez constaté dans les 4 points que nous avons posés sur la table. Ce point est bien cité, mais en réalité, c'est peut-être une question de présentation. Mais dans notre esprit, aujourd'hui, il faut que ceux qui sont responsables de ces actes soient identifiés, qu'il y ait des poursuites contre elles devant les juridictions nationales et les juridictions internationales. Il faut que ça soit très clair. C'est une position de principe du M5-RFP qui n'est pas négociable. Qui n'est pas négociable. Nous n'accepterons pas que la mort de nos camarades soit allée par perte de profit dans des négociations oiseuses où des accords hypothétiques sont attendus. La première des choses que nous exigeons, que ceux qui sont responsables de ces tueries soient identifiés, interpellés et poursuivis. Nous savons aussi qu'en plus des tueries, il y a eu des actes de torture. Ceux qui sont responsables de ça aussi doivent être identifiés, poursuivis, parce que c'est contre ce qu'il y a dans notre Constitution. Nous avons dit dans les débats à la CEDEAO que la ligne rouge de la CEDEAO qui nous a été dite, c'est que la CEDEAO ne peut pas demander à un président démocratiquement élu, ne peut pas demander sa démission. Nous leur avons dit que ce n'est pas la première fois qu'au Mali un président démissionne, que dans d'autres pays, des présidents démissionnent. La démission du président n'est pas anticonstitutionnelle. Deuxièmement, la demande de démission du M5-RFP n'est pas venue de nulle part. Le document qui va être présenté va être suffisamment explicite. C'est des choses qu'on a dites et redites, on les répétera toujours. Que parce que nous considérons que celui qui est à la tête du pays a d'abord trahi ses engagements vis-à-vis du peuple malien, vis-à-vis de la CEDEAO elle-même. Et nous avons rappelé que lorsqu'Ibrahim Bokar Keïta s'installait à la tête de l'État, le Mali était dans une situation où c'est grâce à la CEDEAO et à la communauté internationale que le bateau n'a pas tangué. Et le bateau a tangué, mais il n'a pas coulé. Parce que la CEDEAO a tenu la main du Mali dans la tourmente. Et nous avons rappelé à la CEDEAO, à la délégation de la CEDEAO, que la CEDEAO est née au Mali. À Bamako, le Mali considère la CEDEAO comme son fils, qui a grandi de 1975 à 2012. Il était devenu majeur. C'est ce fils-là qui a tenu la main de son père qui était dans la tourmente. Et il a sorti de cette tourmente-là. Et c'est ce qui a donné l'accord préliminaire de Ouagadougou, signé le 18 juin 2013. Qu'est-ce que cet accord dit en substance? Premièrement, organiser une élection présidentielle pour avoir un pouvoir légitime à la tête de l'État. C'est à l'issue de cette élection qu'Ibrahim Bokar Keïta a été installé. Deuxièmement, dès qu'il est installé, 60 jours après la formation du nouveau gouvernement, il devait engager des négociations inclusives avec les mouvements armés afin d'aboutir à un accord de paix.
C'est un engagement pris par le peuple malien face à la CEDEAO et la communauté internationale. Ibrahim Boubacar Keïta, investi par le peuple malien, a trahi cet engagement. Il l'a mis à côté. Il s'est mis dans des jeux. Il a dit devant tout le monde qu'il ne négociera pas avec les mouvements rebelles. Nous l'avons rappelé à la CEDEAO. Le résultat, c'est la catastrophe de Kidal. Troisièmement et enfin, troisième engagement de l'accord préliminaire de Ouagadougou, c'est le désarmement et le cantonnement des mouvements rebelles. Près de 7 ans, plus de 7 ans après son investiture, les rebelles ne sont pas cantonnés ni désarmés. Donc nous avons dit à la CEDEAO, Ibrahim Boubacar Keïta, dès qu'il s'est installé, a trahi les engagements du peuple malien vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis de la communauté internationale. Deuxièmement, lorsqu'il venait au pouvoir, on nous parle aujourd'hui des tracteurs, des engrais, mais ce n'est pas pour ça que les Maliens l'ont plébiscité. Ils s'étaient engagés à régler le problème du Nord. C'est pour ça que les Maliens ont voté pour lui. Mieux, nous avons rappelé à la CEDEAO qu'il a bénéficié d'une situation à nulle part ailleurs, comme nulle part ailleurs. Non seulement il a été élu avec 77%, son challenger s'est déplacé chez lui à la maison pour lui apporter son soutien. On peut donc considérer qu'il a été plébiscité par l'ensemble du peuple malien. On a posé la question à la CEDEAO, comment un homme plébiscité il y a 7 ans se trouve aujourd'hui contesté par l'essentiel des forces politiques et sociales qui l'ont soutenu en 2013? Il faut qu'il se pose la question. Est-ce que toutes ces forces-là ont tort? Mieux, lorsqu'il venait au pouvoir, il y avait ce que quelqu'un a appelé ici insécurité résiduelle. Effectivement, lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé, il y avait une insécurité résiduelle à Kidal. Parce que l'État était là. Il y avait un gouverneur, il y avait les préfets, il y avait les directeurs des services centraux, il y avait l'ORTM, il y avait un contingent de 150 militaires maliens, il y avait le drapeau du Mali. Il s'agissait de négocier pour ramener la paix dans tout le Mali. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Le résultat, c'est qu'au lieu de l'insécurité résiduelle qui était à Kidal, qu'il s'était engagé à résoudre, nous avons la guerre civile au centre du Mali. Nous avons 75 à 80% du territoire national qui échappe au contrôle de l'État. C'est ça son bilan. Nous avons un pouvoir oligarchique qui étrangle le peuple malien. Nous avons une violation systématique permanente de la Constitution, qui fait qu'aucune loi n'est respectée. Tout se fait en fonction de la volonté des intérêts de l'oligarchie. Notre pays est pris en otage. On ne peut plus aujourd'hui, à travers des élections organisées par ce pouvoir, faire élire démocratiquement ceux auxquels les Maliens veulent porter leur confiance. Et lorsque les Maliens sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, on sort, le pouvoir mandate, instruit aux forces spéciales antiterroristes d'aller tuer à Sikasso, de venir tuer à Bamako. Nous avons dit, ça ce n'est plus notre président. Vous ne pouvez pas ordonner de sang-froid de tuer des Maliens dans les rues, de les tuer dans leurs maisons, d'aller tuer dans les lieux de culte, et venir regarder les Maliens pour leur dire que vous êtes leur président. C'est ce que nous avons dit à la CEDEAO. Donc ce n'est pas un problème purement institutionnel ou constitutionnel. Et même si on prend la Constitution, le M5 du début à la fin est dans la Constitution. La demande de démission du président n'est pas interdite par la Constitution. Le fait d'organiser la désobéissance civile est un droit constitutionnel. Par contre, lui, il a systématiquement violé la Constitution. Nous en avons cité beaucoup d'exemples, mais je vais m'arrêter sur 2. C'est important de le dire aujourd'hui parce que le monde entier est en train de nous regarder. Le président, dans son serment, dit, il jure devant Dieu et le peuple
de respecter et de faire respecter la Constitution. Le mandat des députés est terminé en fin 2018. Le Premier ministre écrit à la Cour constitutionnelle pour demander que faire en suggérant de prolonger leur mandat. La Cour constitutionnelle écrit pour dire yes, c'est une violation de la Constitution. Moins de quelques semaines plus tard, la même Cour donne l'autorisation à une assemblée qui n'était plus légale ni légitime de prolonger le mandat des députés. Une violation flagrante de la Constitution. Cette loi a été promulguée par Ibrahim Boubacar Keïta. C'est une violation de la Constitution et de son serment. Parce que les gens ont violé la Constitution et la cautionné. Nous avons donné un autre exemple. Les lois qui fondent la Cour constitutionnelle et qui l'organisent, les règlements intérieurs, ça a été brillamment exposé l'autre jour par M. Bakili et Moutagata. Je reviens là-dessus pour des considérations d'ordre pédagogique. Dans ces textes-là, c'est écrit noir sur blanc. Quelque chose qui va du bon sens, c'est que la Cour constitutionnelle ne doit pas donner d'opinion, ne doit pas être consultée, ne doit pas donner un avis sur des questions susceptibles d'être déférées devant elle après les élections. Nous avons la preuve matérielle que la Cour constitutionnelle a violé ces lois et cette loi et son règlement intérieur. En quoi faisant? La loi électorale interdisait l'utilisation des procurations dans certaines conditions. Le ministre, sachant que la loi l'interdit, ses conseillers lui ont dit, le ministre de l'administration, il s'adresse à Dieu la Cour. La Cour a remplacé le peuple, la Cour s'est pris pour Dieu. Est-ce que je peux violer la loi? Nous avons la preuve que la Cour a écrit pour dire vous pouvez le faire. La Cour constitutionnelle viole les textes qui l'organisent, viole la loi. Et nous avons dit, ce conseil des éminents juristes qui sont avec nous, qui lisent bien les textes, que dans le règlement intérieur de la Cour, il est dit clairement que les membres de la Cour qui violent ces textes est considéré comme d'office démissionnaire. On n'a pas besoin d'abroger son décret, il est d'office démissionnaire. Pour nous, il n'y a plus de membres de président de la Cour constitutionnelle. Ibrahim Boubacar Keïta a laissé celle-là officier jusqu'à ce qu'il y ait des morts. C'est après qu'il y a des morts qu'il vient dire qu'il a abrogé un décret qui était automatiquement abrogé depuis 2 ans. Ça, c'est 2 exemples qu'on a donnés pour montrer comment le serment a été violé. Il viole les engagements vis-à-vis de la communauté internationale, les engagements pris vis-à-vis du peuple malien pour être élu. Il viole la Constitution. À partir de ce moment, c'est lui qui est dans l'illégalité. Ce n'est pas le ancien qui est resté. Il ne peut pas être au-dessus du peuple. Notre Constitution dit que le peuple est souverain. Le peuple est au-dessus de la Constitution. Nous avons exposé tout ça là, c'est donc pour expliquer que malgré tout cela, notre autorité morale, les hautes personnalités ont demandé au M5 RFE de faire des concessions qui ont été faites. Mais aujourd'hui, après ces morts-là, tout cela est caduc. C'est ce que nous avons expliqué à la CEDEAO. C'est important qu'on vous dise, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Tout ce que nous avons dit là-bas, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'à la date d'aujourd'hui, il faut que ceux qui ont organisé les tueries et qui ont torturé nos camarades qu'on a failli tuer, j'ai donné, vous savez, Issa Kaoutoumi, il vous a expliqué comment on l'a pris. On l'a enlevé après 23 heures. On est allé l'enfermer dans des toilettes pendant 24-48 heures. Il allait mourir. Ceux qui sont allés à l'ORTM, ils disaient, où est l'imam Diarra et Sakaoudim, on va les tuer. Le premier qui est tombé,
C'est un militant de la CEMAS, on le connaît, Faisal. Ça veut dire que ce jour, Issa Kaoudim, c'est le bon Dieu qui a voulu qu'il soit parmi nous aujourd'hui, l'imam Diar. Parce que leur nom a été prononcé dans la cour, c'est ce que nos militants ont leur apporté. Quel besoin il y avait de venir tirer dans la mosquée si ce n'est pas pour attenter à la vie de l'imam Biko et de ses fidèles. Oui, c'est ça. Et c'est pour cela que les M5 RFP exigent de façon forte et non négociable l'arrestation et l'inculpation et la tradition devant les tribunaux nationaux et si nécessaire internationaux de ceux qui ont été à la base de cette compétition, de ce acte de trahison contre le public. Voilà ce que je voudrais dire en introduction pour vous résumer sur quoi on s'est séparés. Et nous avons dit à la CEDEAO que nous ne souhaiterions pas que le peuple malien, à l'issue de tout ce processus, ait le sentiment que la CEDEAO a comme seul objectif de maintenir un président au pouvoir contre son peuple. La CEDEAO ne doit pas être un instrument de protection des chefs d'État, elle doit être un instrument au service des intérêts du peuple. C'est ce que nous leur avons dit. Pour le reste, nous sommes ouverts parce que je vais vous dire, on vous a dit ici que le M5 RFP a une claire conscience des difficultés que le Mali affronte et aujourd'hui et demain. Le Mali n'est pas un pays isolé. Après l'aboutissement de notre combat, la communauté internationale sera un partenaire du Mali. Et c'est pour cela que nous ne ferons jamais, nous poserons jamais des actes désobligeants vis-à-vis d'eux. Mais nous resterons fermes sur nos positions. Parce que c'est le mandat que les M5 RFP nous a donné. Voilà ce que je voudrais vous dire en introduction pour camper les sujets. Parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Il y a des divergences entre nous, on est divisés. Il n'y a aucune divergence entre nous. On est unis comme un roc aujourd'hui, plus qu'hier. Le sang de ceux qui sont morts nous a cimentés, nous a unis. Et nous n'avons pas le droit aujourd'hui de faillir. Ce serait une trahison vis-à-vis de la mémoire de ceux qui sont morts. Et c'est pourquoi nous avons juré de rester ensemble jusqu'au bout. Merci bien.